Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Comment reprendre la parole 7 jours après l'attentat de Solingen, qui a fait 3 morts et qui a été revendiqué par l'État islamique? Comment reprendre pied après ce vertige? Que dire? Que faire? C'est aussi le dilemme de la politique allemande en cette rentrée, surtout qu'il y a 3 élections régionales en septembre et ce seront des scrutins marqués par l'émotion et la colère. Dès ce week-end, on vote en Saxe et en Thuringe, 2 Länder de l'Est où le parti d'extrême droite AfD, très radical, était déjà en tête des sondages avant l'attentat de Solingen. Pour les partis de la coalition d'Olaf Scholz, on annonce une déroute sans précédent, au point que cela pourrait rebattre les cartes des équilibres politiques au niveau local et chahuter la démocratie allemande dans son ensemble. Jusqu'où doit aller le front républicain? Et surtout, tiendra-t-il face aux populistes? Bienvenue dans cet épisode de rentrée à 2 jours, donc vous l'avez entendu, de 2 élections régionales qui pourraient prendre un tour historique. Cela pourrait être la toute première fois que l'extrême droite sort gagnante de scrutin allemand. Alors les plus initiés d'entre vous, les assidus du podcast, les fanatiques de la politique avec un K, savent bien que cela ne veut pas dire du tout que la Saxe et la Thuringe seront gouvernées par l'AfD à partir de la semaine prochaine. Remporter des élections ne veut pas dire accéder au pouvoir. Mais en étant en position de force, et ce sera forcément le cas au vu des derniers sondages, ce parti AfD peut tout à fait mettre une belle pagaille institutionnelle et contrarier le jeu habituel des coalitions. Et pour parler de tout cela, je retrouve Stefan Seidendorf, le directeur adjoint du DFI. Bonjour Stéphane. Bonjour Hélène, tu vas bien ? Oui, l'été m'a permis de faire une belle pause et j'ai l'impression que c'était aussi le cas de l'actualité en Allemagne. On peut d'ores et déjà rassurer nos auditrices et nos auditeurs. Vous n'avez pas raté grand-chose. En revanche, là, il était grand temps que le podcast revienne. Il y a beaucoup de choses à l'agenda politique. Oui, évidemment, les campagnes électorales en Allemagne de l'Est, ils ont duré pendant tout l'été, mais maintenant, tout s'accélère soudainement. On prend conscience, même à Berlin, qu'il y a dimanche 2 grandes élections et qu'en même temps, nous n'avons toujours pas de loi de budget. Donc, la politique est attendue au tournant et ça va très vite reprendre. Ces 2 rendez-vous électoraux qui seront suivis dans 3 semaines le 22 septembre par des élections dans le Brandebourg, aussi à l'Est. Tout ça tombe pas du ciel. Ce sont des rendez-vous qui sont prévus de longue date. Et en réalité, la campagne, elle a été lancée même au printemps. Les Européennes, le 9 juin, ont servi de tour de chauffe. Mais évidemment, ce qui change la donne complètement, c'est l'attentat terroriste de Solingen. Ce sujet domine complètement la fin de campagne. Alors que Solingen, peut-être un petit rappel géographique, c'est une ville très à l'ouest de l'Allemagne qui représente cette ancienne Allemagne de l'Ouest qui aujourd'hui est très multiculturelle avec des gens qui viennent un peu de partout et où on célèbre le vivre ensemble. Et c'était aussi l'idée lors de cette fête de la ville le week-end dernier de fêter le vivre ensemble et à la place, ça a affreusement mal tourné et il y avait cet attentat où au début on pensait qu'il y aurait encore plus de morts, mais finalement il y en a 3, c'est déjà assez lourd. Et évidemment tout ça tombe au pire moment devant ces élections en Allemagne de l'Est. Le bilan suscite beaucoup d'émotions, bien sûr, mais aussi le profil du terroriste. Un jeune Syrien arrivé il y a 2 ans, demandeur d'asile avec le statut temporaire de la protection subsidiaire, qui aurait dû être expulsé en Bulgarie, conformément à la réglementation européenne, mais l'administration allemande n'a pas suivi le dossier correctement, semble-t-il. Alors, tout ça, évidemment, relance immédiatement le débat sur l'immigration, sur la difficulté à expulser les gens qui sont déboutés. Pour le président de la CDU, Friedrich Merz, premier opposant au gouvernement Scholz, Solingen est un Wendepunkt, un tournant. Il y aura un avant et un après. Est-ce que tu valides l'utilisation de ce mot, Stéphane ? Difficile à dire. Il y a 3 mois, on avait parlé au podcast de ce fait divers, cet attentat qui avait fait un mort, un policier à Mannheim, qui était un peu la même chose. Donc, est-ce que c'est vraiment le tournant? Difficile à dire. On ne connaît pas encore tous les détails. Et ce qui est certain, c'est que en lien avec ces élections en Allemagne de l'Est, où toute l'Allemagne reste un peu rivée sur les sondages et craint que l'extrême droite arrive en tête pour les 2 scrutins, cela combiné à cet attentat, ça peut constituer un tournant dans le débat, dans la manière que l'Allemagne parle de l'immigration et des réfugiés.
Olaf Scholz s'est rendu sur place dès lundi. Il y a eu aussi une réunion avec Friedrich Merz. Alors ce dernier pense qu'il faut unir les forces des partis du centre SPD et CDU pour arriver ensemble rapidement à apporter des réponses, des solutions à ce problème de l'immigration sur le terrain. Merz a notamment proposé qu'on déclare l'état d'urgence, comme le prévoient les traités européens, pour suspendre, au moins temporairement, les arrivées de demandeurs d'asile en Allemagne. Et alors, le droit national de la République fédérale d'Allemagne passe avant le droit européen. C'est possible. C'est ça la solution. C'est vrai que sur le terrain, le ressenti, c'est que l'Allemagne n'arrive plus à faire face. Même les villes très accueillantes le signalent. Mais fermer la porte, c'est pas un peu simpliste ? Très difficile, effectivement. Si on avait la réponse tous les deux, on serait peut-être pas là en train de faire un podcast. C'est une immigration qui semble mal maîtrisée puisqu'il y a le mélange entre le cadre européen, la législation allemande et la situation différente dans chacune des régions. Et puis, l'Allemagne sait pertinemment qu'elle dépend d'une immigration qualifiée. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une loi d'immigration qui définirait concrètement qui a le droit de venir, sous quelles conditions. À la place, il y a plusieurs éléments. Une législation pour attirer des gens qualifiés, professionnellement qualifiés, une législation qui touche aux questions d'asile et des réfugiés. Et tout ça, c'est devenu tellement complexe ensemble avec la législation européenne qu'on a du mal à y voir clair et à réaliser ensuite ces fameuses expulsions qui ont le problème qu'il faudrait se mettre d'accord avec les talibans en Afghanistan, avec Bachar al-Assad en Syrie, comment on peut imaginer de faire tout ça. L'Allemagne a bien modifié ses lois récemment et il y a eu, ça c'est vrai, 30% d'expulsions supplémentaires cette année. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas suffire pour rassurer, pour calmer en fait l'opinion publique après ce drame. Surtout qu'il y a évidemment tous ces vautours de la politique qui sont là pour récupérer l'émotion et instrumentaliser les sentiments et les ressentiments. J'ai parlé du déplacement de Scholz à Solingen en début de semaine. Il a eu des mots très fermes. Il a montré quand même qu'il avait pris la mesure de la gravité de la situation. Das war Terrorismus gegen uns alle, der unser Leben, unser Miteinander bedroht, die Art und Weise, wie wir leben. Comment l'as-tu trouvé, toi ? Pour qui connaît Scholz, l'expression de son visage témoignait déjà d'une grande émotion et aussi de la colère. Et c'est rare pour Scholz qu'on voit tout ça, mais bon, ça restait Olaf Scholz. Peut-être aussi un peu un agacement que tout ça, on n'arrive pas à mieux gérer et que ça lui retombe dessus, alors que c'est autant de la responsabilité de la région, de la Rhénanie du Nord-Westphalie, qu'au niveau fédéral. Et aussi que, si on se souvient bien, c'est en novembre dernier qu'il avait annoncé qu'on allait expulser massivement et que depuis, oui, ça a augmenté, mais on est toujours loin de ce qu'il pourrait peut-être être fait. Si on revient à Friedrich Merz, alors il juge évidemment très sévèrement Scholz, c'est normal, c'est son premier opposant, il dénonce une crise de confiance très grave, le pays est en train d'échapper au chancelier, a-t-il dit. Mais ce que je retiens aussi, c'est qu'il fait l'autocritique de son parti. Bon, disons qu'il fait plutôt l'autocritique du parti de Merkel, 2015-2016. C'est d'autant plus facile pour lui qu'à ce moment-là, lui, il n'était pas en politique. Stéphane, lors de sa conférence de presse qu'il a convoquée en début de semaine, après ce drame, Merz a aussi fait une proposition intéressante, une coopération entre Scholz et lui-même. Nous avons été élus, que ce soit le gouvernement ou l'opposition, pour résoudre les problèmes de ce pays, et le cas échéant, comme dans la situation actuelle, pour le faire ensemble. J'espère que le chancelier perçoit lui aussi que tous les deux, nous devons faire face à nos responsabilités pour trouver une solution. Ensuite, nos chemins se sépareront à nouveau, et bien évidemment, c'est chacun pour soi que nous aborderons la grande année électorale 2025. En somme, on réactive la grande coalition. Je dois dire que ça me laisse un petit peu perplexe. Les réponses politiques qui sont proposées, du coup, ils témoignent clairement de la difficulté pour la politique de résoudre ce genre de problème ou de répondre à ces faits divers. On discute si le couteau de poche que tu peux amener, la lame doit être réduite de 12 à 6 cm, comme si ça pouvait changer quelque chose et si on pouvait contrôler une telle législation. Tout ça, évidemment, les gens, on peut leur reprocher qu'ils votent populistes, mais c'est en quelque sorte aussi une manière de exprimer le doute quant à la possibilité de ces propositions de résoudre le problème.
De toute façon, en Thuringe et en Saxe, l'AfD n'avait pas besoin de ce drame pour se placer en excellente position dans les sondages. Donnée dans les deux Länder à 30%, première force assurée en Thuringe. Deuxième partie, c'est la CDU qui est 9 points derrière. En Saxe, les choses sont un peu plus serrées, mais là aussi, l'AfD pourrait tout à fait finir en tête, c'est probable. Une AfD pourtant très radicale dans ces deux bastions. Il faut rappeler qu'elle est placée sous surveillance par les services de renseignement, les services de protection de la Constitution, parce qu'elle est trop proche des milieux néo-nazis violents. Et on l'a déjà pointé, toi et moi, souvent ici dans le podcast. Rien ne change, l'AfD ne fait toujours pas le choix de la dédiabolisation. Et d'ailleurs, pourquoi le ferait-elle? Puisque ça marche. Elle progresse tout en se radicalisant. Et notamment en Allemagne de l'Est, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être pris en compte si on veut l'expliquer. Il y a évidemment encore les différences économiques, sociales par rapport à l'Allemagne de l'Ouest ou à la moyenne de l'Allemagne, mais c'est plus tellement le cas. Il y a des arrondissements, il y a des départements à l'Ouest qui ont des salaires inférieurs à ce qu'on trouve à l'Est en moyenne, qui ont plus de chômage et qui pourtant ne votent pas massivement l'extrême droite. Il y a aussi ce passé imprégné par un État autoritaire, que ce soit sous l'époque de l'Empire, que ce soit sous l'époque nazie ou à l'époque communiste par la suite. Ces structures autoritaires et parfois aussi une demande d'un État très fort, voire autoritaire, apparemment cela c'est quelque chose qui continue à influencer les comportements et les sentiments par rapport à la politique. Un mot peut-être sur le leader de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke. Alors la presse anglo-saxonne cet été l'a comparé déjà à Adolf Hitler. Ça va loin, mais c'est vrai que c'est qu'un tribunal a acté il y a 5 ans maintenant que sur la foi de ses discours et de ses publications, eh bien on pouvait dire légitimement que Höcke est un fasciste. Je me souviens d'ailleurs d'un documentaire au début de sa carrière politique où les journalistes soumettaient des extraits de son livre à des députés AfD sans dire qu'il en était l'auteur. Et ils pensaient tous que c'était des extraits de Mein Kampf de Hitler. Et d'ailleurs, au printemps, là, il a été condamné à 2 reprises pour avoir repris en public et consciemment, à juger le tribunal, des slogans nazis. Et pourtant, il est en passe de remporter les élections en Thuringe. Ces condamnations ne jouent donc aucun rôle, Stéphane ? Il y a en tout cas ceux qui sont convaincus, qui sont les proches autour de Höcke et de ce mouvement, pour qui c'est plutôt un signe qui confirme tout ce qu'ils pensent savoir, qu'il y a un grand mouvement, une grande activité des partis établis, comme ils l'appellent, du système, pour les empêcher d'arriver au pouvoir. Donc eux, ils se sentent confirmés par ces condamnations. Pour eux, c'est quelque chose qui dit juste qu'ils ont raison. Ensuite, Höcke a 2 visages. Il y a effectivement le fasciste Höcke avec des discours haineux, et il y a le Höcke qui crée des fêtes de famille où il convoque des familles avec les enfants et il fait appel à la tradition. Et aussi et c'est ça qui me fascine moi, cette continuité d'une certaine conception de la nation allemande, du peuple allemand, qui est une définition ethnique, et donc très, très nationaliste. Et c'est là où il parle avec une voix étonnamment douce, où il peut trouver son succès. Ah, donc il s'est quand même un petit peu dédiabolisé et il pose, c'est vrai, souvent pour des selfies en gentil prof d'histoire de lycée, ce qu'il était avant d'entrer en politique. Mais revenons en détail à la situation en Saxe et en Thuringe. On parle de 2 Länder de l'ancienne RDA, voisins l'un de l'autre, et pourtant il y a quand même 2 situations politiques de départ assez différentes. La Saxe est gouvernée par la CDU, en coalition avec le SPD et les Verts. En Thuringe, on a une situation unique en Allemagne, avec une coalition minoritaire de gauche et d'extrême gauche, dirigée par l'extrême gauche, par un ministre-président du parti Die Linke, Bodo Ramelow, avec le soutien de la droite conservatrice chrétienne démocrate. C'est donc un front républicain, mais il est bien fragile et la campagne est acharnée. Reportage sur place signé David Philippot. C'est la fin d'après-midi sur une place du centre d'Erfurt. Lunettes noires et barbichette, Holger tente de distribuer ses prospectus Die Linke sur les retraites, sans succès. Au printemps, on a eu les municipales et les européennes, avec 8 semaines de campagne. Les gens n'en peuvent plus. Mais ce que ce militant de toujours ne dit pas, c'est que son parti est en perte de vitesse, nationalement et localement,
un seul thème semble intéresser les électeurs. L'immigration. La plupart des gens ne regardent pas si les étrangers travaillent. Dès qu'ils sont migrants, c'est « ils n'ont rien à faire ici, les étrangers, dehors ». Bodo Ramelow, candidat Die Linke, mais plutôt au profil social-démocrate, préside la région depuis 10 ans. 40% des médecins dans nos hôpitaux ne sont pas allemands, 70% de nos apprentis dans la gastronomie. Et si certains cèdent sirènes qui chantent l'Allemagne aux Allemands et les étrangers dehors, eh bien alors je dis bonne nuit et on peut fermer 40% de nos services hospitaliers. Höcke veut 20% de remigration. Nous avons 8% d'étrangers ici en Thuringe. D'où viendraient les 12 autres pourcents ? Et Björn Höcke, tête de liste AfD en Thuringe, a aussitôt récupéré le drame de Solingen pour mener campagne. La ville fête ses 650 ans et organise une fête qu'elle rebaptise au dernier moment Festival de la diversité. Eh bien, on a vu effectivement que l'homme au couteau qui a fait 3 morts avait une interprétation très personnelle de ce slogan. L'AfD est largement favorite du scrutin, mais isolée, car les autres partis excluent toute négociation de coalition, même, après quelques tergiversations, l'alliance Sarah Wagenknecht, le BSW, représenté en Thuringe par Katia Wolf. Définitivement non. Il n'y aura aucune coalition avec l'AfD. Paix avec Poutine, restrictif sur la migration, ce mouvement à la fois social et national se revendique également anti-woke. Je cite volontiers mon formidable oncle Ernst qui a dit que la politique n'est plus faite que pour les cyclistes homosexuels véganes. L'alliance Wagenknecht est au coude à coude avec la CDU en Thuringe, autour de 20% des intentions de vote. Les formations démocratiques tentent de former un front républicain, mais aucune majorité ne semble a priori possible sans l'AfD ou le BSW. Stéphane, dans les deux cas, et sans spéculer bien sûr sur les futurs résultats électoraux, on peut d'ores et déjà dire qu'il va être très difficile de former des coalitions. En juillet, toi et moi, nous avons fait un épisode pour expliquer le principe des compromis politiques à l'allemande à nos amis français. Mais là, en Saxe et en Thuringe, toutes nos belles analyses pourraient se fracasser sur le mur des réalités, notamment en raison d'un nouvel acteur dans le jeu politique. À gauche, à l'extrême gauche, Sarah Wagenknecht. Il y a aussi le risque que les partis du gouvernement Scholz ne soient même pas présents dans les parlements, s'ils ne franchissent pas la barre des 5%. Bref, ça va potentiellement redistribuer complètement les équilibres politiques. Effectivement, on assiste à un grand bouleversement, un peu ce qu'on a connu en Italie à la fin de la démocratie chrétienne, un peu ce qu'on a vu en France entre François Hollande et Emmanuel Macron. Quelque chose dans un système allemand assez stable à travers le temps, qui est assez extraordinaire. Et c'est pour ça aussi que toutes les prédictions sont très difficiles. Prenons peut-être d'abord le cas de la Saxe. Jusque-là, c'était un peu considéré comme le Musterland, l'État modèle en Allemagne de l'Est, conseillé de près par le Bade-Württemberg, la région très forte du Sud-Ouest, industriellement très forte, qui avait envoyé conseillers politiques, entrepreneurs, et la Saxe a été gouvernée par des ministres-présidents qui étaient des vrais patrons de la droite pendant tout ce temps. Mais selon les différentes possibilités, cette CDU pourrait être obligée, si elle ne veut pas s'allier avec l'extrême droite, de coopérer, de faire une coalition avec le Bündnis Wagenknecht, le nouveau venu de l'extrême gauche, quelque chose qui semble assez absurde si on garde en tête que la CDU en même temps, elle avait pris une décision qu'elle allait gouverner ni avec l'extrême droite ni avec l'extrême gauche, donc die Linke, et là elle serait amenée à se mettre avec ce Bündnis Sarah Wagenknecht qui est d'extrême gauche mais en même temps prendre un État fort, autoritaire et qui a des relents xénophobes et anti-immigrés. Est-ce qu'on est sûr quand même que la CDU ne va pas finalement tenter une coalition avec l'AfD ? Un sondage révélait cette semaine que 45% des adhérents de la CDU soutiendraient localement et même à l'échelle de certains Länder le principe d'une alliance avec l'AfD. Je ne vois pas encore à ce coup-ci, mais évidemment la question peut se poser, surtout que l'AfD semble là pour rester, la situation elle ne changera pas et donc évidemment la demande venant de la base des militants va grandir et ça dépend un peu de l'AfD aussi qui pour l'instant surfe un peu sur la vague de leur radicalité, donc ils ne vont pas tout de suite faire un processus de dédiabolisation, mais en même temps, ça pourrait être la condition pour pouvoir se mettre en coalition un jour avec la CDU.
Et la Thuringe, alors, petit land quand même, au cœur de l'Allemagne, qui représente seulement 2% de l'électorat allemand, mais avec un très fort poids symbolique. Pas seulement parce que c'est là que se trouve la ville de Weimar, qui renvoie évidemment à la République de Weimar, juste avant l'arrivée au pouvoir des nazis. Il y a déjà 5 ans, le Front républicain était né dans la douleur. Je vais passer les détails, ça avait été vraiment un psychodrame. Et ça avait vraiment créé une sorte d'anomalie politique. Effectivement, le seul land qui a un ministre-président de l'extrême gauche qui, pour le coup, se donne une attitude de bon homme, de bon gestionnaire de sa région et qui est loin de tout extrémisme, au moins dans ses apparences publiques. Pourtant, il n'est pas incontesté. C'était plutôt dans une situation déjà très compliquée, d'urgence démocratique, que la droite, la CDU, se rangeait derrière lui et que finalement on acceptait de pas tout de suite appeler à des élections anticipées, mais à rester jusqu'en 2024 à l'époque en espérant que la situation allait se clarifier. Mais en fait, elle s'est clarifiée dans le sens qu'aujourd'hui, il semble clair que le gouvernement, la coalition de Bodo Ramelow n'aura plus de majorité pour être conduite. Donc, à nouveau, question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le Bündnis Sarah Wagenknecht qui est crédité à presque 20% de voix, alors que ce n'est pas encore un parti. Pour l'instant, c'est un personnage, Sarah Wagenknecht. Qu'est-ce qu'ils veulent? On sait très peu. Et on a beaucoup du mal, surtout, à imaginer comment ils pourraient entrer dans un gouvernement avec la CDU. Faute d'avoir un vrai programme, est-ce qu'on peut dire quand même quelques mots sur Sarah Wagenknecht elle-même, qui est une vraie icône à l'extrême gauche en Allemagne, sur les affiches de campagne, alors qu'elle n'est pas candidate, ni en Saxe ni en Thuringe, il n'y a aucun autre visage. Et quand elle était à Die Linke, elle avait créé une plateforme marxiste à l'intérieur du parti. C'est ça sa ligne? De quoi est-elle le nom? Sarah Wagenknecht, c'est un personnage un peu haut en couleur. Elle était déjà membre du Parti communiste en Allemagne de l'Est. Là, elle était en désaccord avec son parti sur notamment l'accueil des réfugiés, la protection des minorités, les questions de valeurs sociétales, l'émancipation des différentes minorités sexuelles et ainsi de suite. Et c'est sur la base de tout ça qu'elle a créé son propre mouvement qui prône donc un État autoritaire, une société autoritaire, certes avec des éléments d'une politique sociale très poussée, mais en même temps, elle elle joue un peu sur le soutien consistant en Allemagne de l'Est pour la Russie et pour Vladimir Poutine et sur l'anti-américanisme d'une grande partie de l'électorat en Allemagne de l'Est. Avant de parler de coalition avec les autres partis, elle a posé 2 conditions, l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine et le retrait des missiles américains du sol allemand. Alors on verra après les élections si tout ça, ce ne sont que des rodomontades de campagne électorale ou bien si elle est prête bel et bien à bloquer la politique dans ces länders pour des revendications qui dépendent de la politique fédérale, qui dépendent de la politique au niveau de Berlin. En Thuringe, si elle bloque tout, comme il y a une constitution régionale un peu spécifique, ça pourrait même complètement dérouler le tapis rouge à Höcke. Il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être décidés avec une majorité de 2/3. Et donc, s'il est à 1/3 des voix, il pourrait bloquer tout ça, éviter qu'il y ait une majorité de 2/3 ou au moins demander à être associé à tous ces votes. Et à ce moment-là, il y a un pouvoir qui lui revient que pour l'instant, il n'a pas. Ça, c'est une des particularités de la constitution régionale. L'autre étant que s'il n'y a pas de majorité absolue pour l'élection d'un ministre-président au 3e tour, une majorité simple peut suffire. Et si les autres partis se bloquent mutuellement, on pourrait même se retrouver devant une surprise avec un ministre-président Höcke, même si aujourd'hui ça semble exclu. On verra ça après le vote des électrices et des électeurs dimanche. Pour finir, Stéphane, entre la disparition ou l'affaiblissement des partis du centre, la focalisation sur les thèmes typiques de l'extrême droite, l'apparition d'un populisme d'extrême gauche, l'influence de Poutine dans le débat, l'incapacité peut-être à former des coalitions, est-ce que tu ne trouves pas que la politique allemande ressemble de plus en plus à la politique française? Effectivement, nous avons des grandes tendances, nous avons des phénomènes en Europe qui se ressemblent beaucoup et c'est normal puisque nos sociétés, ils sont en quelque sorte, ils font partie de l'Union européenne, ils sont dans le même ensemble politique et ils subissent, ils sont devant les mêmes problèmes et les mêmes phénomènes et nous avons un peu partout
une perte de crédibilité des partis politiques en place. Nous avons sociologiquement des partis qui sont de moins en moins enracinés localement. L'enracinement local joue de moins en moins de rôle, donc le député élu, il est plus le personnage qu'il a pu être dans le passé. Et nous avons le phénomène de ces mouvements populistes ou extrémistes qui contestent les démocraties libérales, qui se prononcent en faveur d'un État fort, un État autoritaire, un peu sur le dos de cette Union européenne avec sa promesse d'émancipation individuelle dans ce système libéral. Merci pour toutes ces analyses de rentrée, Stéphane. À bientôt. Comment expliquer la colère à l'Est ? On poursuivra ce décryptage une fois qu'on aura des résultats précis et on se projettera sur le prochain scrutin, celui dans le Brandebourg. Et donc le podcast Avec un K revient dans 3 semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.